Donc maintenant, la parole va venir à Loïc Martin, qui est un collègue, maître de conférence en sciences infirmières à l'Université de Rouen-Normandie. Il a beaucoup œuvré pour l'universitarisation des IFSI et il est porteur de 2 licences en soins et sciences infirmières. Loïc est très investi dans la recherche en pédagogie, notamment sur la problématique de l'apprentissage du raisonnement clinique infirmier, de la classe inversée et de l'enseignement mobile. C'est dans la poursuite de sa recherche sur l'optimisation de l'usage des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement supérieur en sciences infirmières qu'il aborde l'intégration de l'intelligence artificielle. Loïc, je te remercie de partager avec nous les éléments de ton travail. Tu as la parole. Oui, merci. Je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien ce qu'il y a à l'écran? Parfaitement. Ok, super. Je vous remercie très chaleureusement de m'avoir invité. J'aurais aimé être avec vous, mais c'est vrai que la distance en fin d'année jusqu'à Nice de la Normandie est un peu rude en ce moment. Je vous propose très modestement en fait un retour d'expérience et aussi une réflexion sur l'appropriation de l'IA dans les formations des cadres de santé. Pour vous montrer un peu finalement comment on peut commencer à réfléchir un petit peu à l'initiation et à l'appropriation de l'IA dans les formations de cadres de santé. Donc ma présentation, elle va être assez simple. Je vais passer très rapidement sur ma présentation personnelle puisque Franck l'a très bien fait. Ensuite, parler du contexte de la formation cadre parce que vous allez voir que c'est quand même intéressant de réfléchir sur le sujet. Ensuite, de revenir sur comment on initie à l'utilisation de l'IA. J'ai bien mis utilisation parce qu'il y a une différence entre utilisation, usage et pratique. Ça, on pourra revenir si vous voulez. En quoi cela peut être utile? Et puis en conclusion, je vous propose en fait finalement, et si on pouvait faire une recherche sur le processus d'appropriation de l'IA chez les utilisateurs, ça pourrait sûrement être assez intéressant. Donc en termes de présentation personnelle, je vais juste compléter que j'ai 49 ans, j'ai une fille de 17 et 15 ans, que je suis bien infirmier de formation initiale, et j'ai eu une expérience de cadre de santé, cadre supérieur de santé, et puis là j'ai la chance d'être à l'université de Rouen, travailler aussi avec Stéphane et puis avec Franck aussi sur pas mal de choses sur le numérique en santé. Et puis, j'ai commencé la classe inversée, qui est une modalité pédagogique très intéressante, en 2013 dans les IFSI. Et je m'intéresse depuis pas très très longtemps au sujet aussi du leadership en santé. J'ai coordonné un ouvrage qui s'appelle Engagement et leadership en santé, où j'ai demandé à 31 personnes de se positionner en 4 à 5 pages sur qu'est-ce que pourrait être l'engagement et le leadership en santé. Voilà, globalement, je m'arrête là pour ma présentation personnelle. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une réflexion émergente, puisque vous allez le voir, le niveau des étudiants cadres à l'entrée en formation nécessite de peut-être commencer tranquillement sur le sujet de l'IA, et je vais vous expliquer un peu après pourquoi. Donc, le contexte de la formation dans la formation cadre. La formation cadre, c'est l'Institut de formation des cadres de santé IFCS. Donc déjà, la première chose à appréhender, c'est que c'est un vieux référentiel de formation parce que ce référentiel de formation date de 1995 et à aucun moment le sujet du numérique est intégré dans ce référentiel de formation. Il y a une fiche RNCP qui est sortie en 2020 et qui a repris finalement un vieux groupe de travail de 2012 entre la DGOS et le CEFIEC. Et à nouveau, dans les compétences de cadre, le sujet du numérique n'est pas du tout intégré, ce qui était en 2020 une petite pointe d'irritation pour moi à l'époque. Alors, en fait, dans les IFCS, il y a vraiment des disparités sur l'enseignement du numérique. Pourquoi? Puisque, en fait, comme le référentiel date de 1995, les projets andragogiques, c'est-à-dire la pédagogie de l'adulte, les projets andragogiques dépendent vraiment, en fait, de chaque IFCS. En 2016, moi, j'ai commencé à accompagner les étudiants cadres sur ce qu'on appelle une valise numérique collaborative. C'est un concept que j'ai créé en 2016 où j'ai commencé à accompagner les étudiants cadres sur voilà, différents regards sur des blocs-notes, des traitements de texte synchrones, des sondages de la visioconférence, des tableaux collaboratifs, de la gestion de projet autour du numérique pour améliorer leur formation, mais aussi imaginer peut-être des outils qui seraient utiles, enfin des artefacts qui seraient utiles dans leur pratique managériale.
Est-ce que l'IA peut être utile dans la formation cadre? C'est une formation qui est intense, hein. Il y a déjà une moyenne d'âge de 40 ans, avec souvent des étudiants qui ont une famille avec des enfants. Une formation qui dure 10 mois avec une semaine de vacances et 35 heures de cours par semaine. Et il me semble qu'une réflexion éthique, mais assez élaborée sur l'IA, pourrait améliorer finalement les conditions de vie en fait des étudiants cadres en formation, compte tenu de la charge intense en fait de cette formation. Et puis, ce qui est assez rigolo, c'est que l'IA, il y avait déjà des préconisations dans des rapports ministériels. Je vais vous montrer un petit peu, mais il y a une vraie différence finalement entre le prescrit et le réel. Vous allez voir, hein, je vous ai fait une petite. Donc, il y a la super golf et la vieille golf. Et ben, globalement, en fait, il y a le prescrit, c'est la super golf, et puis le réel, c'est plutôt la vieille golf qui vient des années 85. En fait, j'ai repris quelques éléments en fait de texte. En 2010, alors on peut prendre déjà en 2009, il y a un rapport de Singly qui a beaucoup travaillé sur les faisans fonction de cadre de santé, les cadres de santé, qui expliquait qu'il fallait revoir les organisations pour renforcer le rôle managérial des cadres en allégeant leurs tâches quotidiennes par une organisation des logistiques et du système d'information autour de leur activité. Ça date de 2009. Ensuite, il y a différents rapports. Le ministère des Solidarités et de la Santé en 2017 expliquait que les promesses du numérique doivent être saisies par les professionnels de santé. Bon, ça c'est de l'intention. Que les cadres devaient devenir l'ambassadeur de la culture numérique à travers la participation au déploiement des outils informatisés. C'était en 2019. Et on le voit bien dans la direction interministérielle de la transformation publique en 2018 et 2019. Il y a 4 principaux leviers du numérique qui sont identifiés: l'automatisation des processus administratifs et la production de reporting, l'utilisation en mobilité des reportings, et puis on voit dès 2018, dès 2019, l'appui à la décision et au pilotage de l'activité par des indicateurs de performance utilisant l'intelligence artificielle. Vous voyez, c'était des recommandations qui datent quand même un petit peu, et je pense qu'on a encore du boulot pour essayer d'être dans l'appui à la décision, et notamment essayer d'automatiser un peu le reporting, qui peut prendre quand même pas mal de place, pas mal de temps. Donc c'est probablement une réflexion qui est intégrée à développer dans la formation IFCS. Donc en complément de Stéphane, ce qui a été dit, Cécile Dejoux a pas mal travaillé au CNAM sur des orientations autour de l'IA dans le management. Donc vous pouvez aussi aller voir, hein, il y a des sites, son site est très très bien fait sur l'IA, elle fait pas mal de recommandations, il y a beaucoup de vidéos. Donc c'est assez parlant. Alors concrètement, comment j'introduis en fait l'IA dans la formation cadre? Le postulat de départ déjà en septembre 2024, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est que sur 40 étudiants cadres, il n'y a que 5 étudiants cadres qui utilisaient l'IA de manière assez minime. Donc l'objectif, il est quand même assez modeste, hein, c'est d'initier aux bases de l'IA et à la rédaction de prompts, hein. Stéphane vous a parlé du prompt. Le prompt, c'est la commande, hein, qu'on passe à l'IA avec quelques recommandations. Donc comment je me suis organisé? On va commencer à lire à droite de l'écran. J'ai déjà fait un apport sur la généralité. C'est quoi l'IA? La définition, les 2 types d'IA, l'IA faible, l'IA forte, avec un focus sur l'IA générative. Bien sûr, intégrer les risques liés à l'IA, hein, Stéphane a parlé énormément des protections de données, ça c'est un point essentiel, notamment quand on est dans le champ de la santé, ça c'est des éléments vraiment à prendre en compte. Quels sont les risques qui peuvent y avoir? Il y a des risques que j'ai pas trop mis ici, mais il y a aussi un risque écologique qui est très très fort, puisque en fait l'IA prend une énergie considérable. Il faut refroidir en fait des moteurs avec de l'eau. Enfin, c'est vraiment une usine à gaz. Et globalement, ce qui est un peu recommandé, c'est plutôt qu'il y ait quelques experts en IA dans des établissements et faire plutôt appel à ces experts pour passer des prompts efficaces, plutôt que chacun utilise l'IA pour juste passer une commande qu'on pourrait faire sur Google. Voilà. Ensuite, quel usage est adapté pour l'IA? C'était en termes de généralité. Et puis après, j'ai accompagné les étudiants cadres sur le fait de rédiger des prompts. Donc, comme l'a dit Stéphane, déjà le premier élément pour rédiger un prompt, c'est d'abord de se nommer en tant que. Donc j'agis en tant que. Donc par exemple, si je sais qu'il y a des IPA dans la salle, donc j'agis en tant qu'IPA, soit étudiant IPA, soit en tant qu'IPA en libéral, par exemple. Et puis ensuite, vous passez à un prompt bien défini. Donc ça, c'est toutes les astuces pour plus d'efficacité. Donc je reviens pas un peu sur le sujet. Vous pouvez trouver facilement en un clic sur Internet les astuces pour rédiger un bon prompt.
Et puis, l'idée, alors même si ChatGPT pour moi est pas le meilleur outil finalement, comme c'est le plus vulgarisé, j'ai utilisé ChatGPT pour essayer et je leur ai demandé en fait de rédiger une charte du bien travailler ensemble. Parce qu'en fait, ils étaient en début de formation et dans la formation cadre à l'IFCS du CHU de Rouen, l'idée au début, c'est qu'ils travaillent sur une charte du bien travailler ensemble pour fédérer un peu les forces vives et en fait, ils ont rédigé finalement un prompt pour rédiger déjà un canevas d'une charte du bien travailler ensemble, et ça leur a fait gagner énormément de temps. C'est assez incroyable, parce qu'en fait, tout sort de manière assez précise. Après, il faut bien compléter les éléments euh, que les étudiants souhaitaient voir en termes de valeur, mais globalement, la charte et la construction et le canevas étaient plutôt pas mal. Je leur ai présenté aussi d'autres perspectives. Donc Claudia, Stéphane en a parlé, Perplexity qui marche plutôt bien aussi. Il y a Google IA Studio qui marche assez bien aussi. Et puis on a fait un échange sur l'utilisation et puis un débat un petit peu de comment ça pourrait être utile dans le cadre de leur pratique d'étudiants cadres pendant l'année et puis éventuellement dans le cadre de leur pratique managériale de cadre de santé. Alors en quoi ça pourrait être utile pendant la formation et demain? Ben, pendant la formation, ça pourrait être, par exemple, de faciliter la catégorisation des données qualitatives dans le cadre de leur travail de recherche. Donc, sur ce sujet, en fait, j'ai moi-même travaillé un peu et j'ai fait un travail de recherche que j'ai proposé à une revue qui est en cours de reviewing, où j'ai posé une question de recherche dans un contexte de développement du leadership paramédical dans les établissements de santé. Les cadres de santé sont-ils en mesure de faire preuve d'un management capacitant auprès des infirmiers afin de faciliter leur pouvoir d'agir? J'ai adressé un questionnaire en fait sur cette question de recherche avec pas mal de questions. Et ce questionnaire, j'ai eu 448 réponses qualitatives à analyser, qui étaient issues d'un questionnaire qualitatif et quantitatif. Pour répondre finalement à ce besoin, je devais rendre l'article en 1 mois et demi. Pour faire une analyse, une catégorisation des données qualitatives, c'était quasiment impossible de le faire humainement. Donc j'avais un temps limité pour répondre à l'appel à contribution. Donc je me suis dit, comme j'accompagne les étudiants cadres sur le sujet, je vais essayer moi-même de tester la pertinence de l'IA. Et je me suis appuyé sur une grille de catégorisation des environnements capacitants, parce que vous avez vu que dans la question de recherche, il y a le management capacitant. Donc j'ai déjà une grille de catégorisation qui est bien existante. Et j'ai aussi une grille de catégorisation du leadership en santé bien définie au regard du bouquin que j'ai coordonné. J'ai adressé ça en fait à l'IA et puis j'ai intégré systématiquement, je vous ai fait un petit schéma, systématiquement ce qu'on appelle une analyse sous supervision humaine. À chaque résultat, il faut bien évidemment être capable d'analyser ce qui se joue. Et donc, je vous ai fait une infographie sur le sujet pour vous montrer finalement le protocole de recherche. Donc, au départ, je voulais utiliser les deux IA et comparer les résultats. Et assez rapidement, sur des données qualitatives à catégoriser, ChatGPT a pas trop bien marché. Il a eu du mal à comprendre la commande que je lui ai passée. Donc, je suis resté finalement sur Perplexity, qui est une autre IA. J'ai passé un premier prompt en associant les grilles de catégorisation. J'ai refait une analyse supervision humaine, ce que j'appelle ASSH des réponses, donc voir globalement s'il y avait une certaine cohérence au regard de la catégorisation qui avait été faite des données qualitatives. Et j'ai refait 3 prompts et une analyse sous supervision humaine fois 3, c'est-à-dire que j'ai répété cette logique du prompt 1 plus la SSH 3 fois pour arriver finalement tout à la fin à quelque chose qui était plutôt pas trop mal avec un affinement d'une catégorisation humaine finale que j'ai faite en dernier, ce qui m'a permis d'avoir des résultats plutôt assez intéressants. Ça m'aurait pris quasiment 3 mois, 3 mois et demi de le faire de manière humaine, et grâce à l'IA, j'ai pu un peu plus facilement catégoriser les choses. Juste avant de passer à pendant la formation, après la formation, pardon, j'ai mis pendant, mais c'est après. Juste pour vous dire que dans une logique scientifique, ce qu'il faudrait que je fasse par rapport à ce que je vous ai présenté, c'est de comparer d'ici quelques mois ce qu'a fait Perplexity et ce que moi j'aurais fait manuellement. Ça serait l'idéal en termes de recherche. Alors j'ai mis pendant la formation pour le point 2, mais c'est après la formation. Ça pourrait être aussi de réfléchir à l'automatisation des tâches administratives, c'est-à-dire en fait d'intégrer aussi une banque de prompts, c'est-à-dire que Cécile Dejoux recommande
quand vous avez des prompts qui fonctionnent bien, d'avoir, comme on fait une veille documentaire, d'avoir un listing finalement de prompts efficaces. Et ensuite, on va piocher dans les prompts pour passer des commandes efficaces. Et donc, le fait d'automatiser ces tâches administratives grâce à ces prompts pourrait permettre de redonner du temps en proximité au manager, c'est-à-dire utiliser intelligemment l'IA pour remettre du sens davantage aux pratiques managériales des cadres de santé de proximité. Alors, en conclusion, dans le cadre de ma thèse que j'avais fait en 2020, j'avais réfléchi au processus d'appropriation de l'environnement numérique de travail. J'avais fait une grille de catégorisation et finalement, là, c'est plutôt soit un dialogue, je ne sais pas si Stéphane est encore là, mais ou si d'autres chercheurs sont là, mais soit de proposer éventuellement d'engager un projet de recherche sur cette grille de catégorisation. Donc, ce que j'ai mis en rouge, c'est que j'ai remplacé environnement numérique de travail par intelligence artificielle. Mais finalement, cette grille, elle permet de mesurer le niveau d'appropriation où on se trouve. Donc, en fait, la phase en bas en gris, c'est toute la phase de familiarisation et d'exploration. Donc, il y a d'abord une adoption de l'IA. Il y a une fragmentation, c'est-à-dire que ça va partir un peu dans tous les sens. Et puis ensuite, on va réagglomérer l'usage qu'on peut faire de l'IA. Ensuite, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que l'IA va dégrader ma pratique? Est-ce que l'IA va être dans ce qu'on appelle une substitution? C'est-à-dire qu'avec l'IA, je vais faire exactement la même chose que ce que je faisais avec d'autres méthodes? Ou est-ce que je vais être dans un processus là d'amélioration en vert avec différentes phases? Une phase d'application où je vais appliquer ce qu'on m'a appris. Ensuite, la phase d'amélioration qui va être sur de l'augmentation de l'amélioration de mes pratiques avec ensuite une intégration, une stabilisation en fait de cette phase d'amélioration. Et la phase ultime qui est une phase de modification et une phase de redéfinition, c'est-à-dire en fait d'imaginer des choses que je n'aurais jamais pu faire finalement sans l'IA. C'est-à-dire que grâce avec l'IA, je peux imaginer des choses qui étaient impossibles à faire avant. Et donc cette grille pourrait permettre en fait de réfléchir un petit peu au processus d'appropriation de l'environnement numérique de travail. Et je crois que j'en ai fini. Je vous ai laissé mes coordonnées si vous voulez me joindre et je suis à votre disposition pour échanger. Voilà, j'avais prévu une petite vingtaine de minutes plus 10 minutes de questions. Je pense que je suis plutôt pas mal en termes de... Merci beaucoup pour cette présentation qui est passionnante. Donc, là, je me tourne vers la salle. Ce sont des étudiants assez semblables à ceux que tu peux rencontrer. Est-ce qu'ils ont des questions par rapport à l'utilisation de l'IA, par exemple? Quelqu'un, une question, donc je vais sauter ici. Je vais passer le micro à Coralie qui va courir dans les allées pour les recueillir la question. Ça va aller. Alors, sur ma question, c'est en tant que, là c'était en fait des études de cas de santé, mais dans les études en général, l'utilisation de l'IA, pour l'instant, est assez restreinte dans la rédaction des contenus, etc. Du coup, est-ce que c'est pas ambivalent de l'inclure, d'un côté dans la formation et de l'autre côté d'empêcher dans l'utilisation de la rédaction des devoirs? Loïc, tu as entendu la question? C'était d'empêcher dans l'utilisation des devoirs, c'est ça? En fait, je pense qu'en fait, l'idée, c'est pas l'interdiction, c'est plutôt... en fait, c'est d'abord de travailler sur une réflexion d'abord éthique et quels sont les avantages et quelles sont les limites de l'IA. Après, moi, je vois ça un peu comme un dictionnaire. Il y a quelques temps, on utilisait un dictionnaire pour vérifier les fautes d'orthographe. Là, globalement, moi, je vois l'IA surtout comme... sur le contenu plutôt comme débroussailler en fait un sujet. C'est-à-dire que voilà, j'ai un sujet qui apparaît à moi, je vais débroussailler le sujet, puis bien évidemment, après, je vais aller chercher des ressources efficaces. Ce qui est intéressant sur Perplexity, quand vous faites une recherche, c'est que Perplexity vous met les ressources sur lesquelles il s'est appuyé, ce que ChatGPT faisait pas encore. Alors, comme ça évolue très très vite, comme l'a dit Stéphane, ça évolue tellement vite que en fait, on parle aujourd'hui, mais peut-être que dans 2 mois, Gemini, qui fonctionne pas très très bien en effet, pourra peut-être être meilleur dans 2 mois, puisqu'en fait, ça évolue très très vite. Donc pour moi, il me semble que c'est d'abord une réflexion à avoir ensemble. Après, c'est
pour moi, le travail individuel et aller chercher des informations, ça me pose pas de problème. Après, c'est la question de l'évaluation. Alors, l'évaluation, je pense l'évaluation orale me semble assez intéressante parce qu'en fait, l'évaluation écrite, même s'il y a des logiciels d'identification de l'IA et du plagiat avec l'IA, à l'oral, on va assez vite savoir s'il y a un processus d'appropriation du contenu, etc. Donc, moi, j'aurais tendance peut-être à repenser en fait les modalités d'évaluation et accompagner. Là, notre rôle en tant que formateur ou en tant qu'enseignant, il est important. C'est comment accompagner un usage raisonné et de garder l'effort de recherche. Parce qu'en fait, ce que disait Cécile Lejoux, c'est qu'à un moment donné, l'IA, c'est tellement incroyable qu'on va plus faire d'efforts intellectuels pour rechercher quelque chose et on va probablement appauvrir un peu notre capacité d'analyse et notre capacité de prise de décision. Donc en fait, il faut trouver un juste équilibre entre utiliser des éléments pour gagner du temps sur certains éléments, mais l'analyse en tant que telle et la recherche basée sur des données probantes, elle doit rester quand même un vrai travail d'analyse et de recherche personnelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ce que tu viens de dire là, c'est ce que disait déjà Platon de l'écriture, et qui est un phénomène, c'est-à-dire que ça a augmenté les capacités des orateurs en leur permettant de lire un texte, mais en même temps, ça a diminué les capacités de leur mémoire. Moi, j'ai un souci là-dessus, sur ce que tu présentes, et c'est que aujourd'hui, on est dans une phase qui est expérimentale pour tout le monde. Et donc, l'implémentation et l'utilisation de l'IA dans les différents contextes, elle est toujours accompagnée de toutes les réflexions que tu nous as montrées sur l'éthique, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce qui va se passer. Et toute cette dynamique, elle est très intéressante, mais le problème, c'est que quand l'IA va être généralisée, quid de tous ces efforts, de toute cette recherche sur la question fondamentale de l'IA, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'elle va être cette question, où est-ce qu'il va être ce questionnement? Comment est-ce qu'on va en garder la trace et comment est-ce qu'on va être certain que chaque fois qu'on l'utilise, on reste bien dans des cadres qui sont ceux dans lesquels on était inscrit au départ? Je ne sais pas si tu vois le sens de ma question. C'est la phase expérimentale, pour moi, elle est très importante, intéressante et riche, mais la phase de demain, comme ça sera plus de l'expérimentation, mais juste de l'usage, est-ce qu'on réfléchira encore à tout ça? Ouais, je pense qu'il y aura quand même toujours des recherches qui seront quand même centrées sur le sujet, puisque on voit bien en plus qu'il y a des différences en fonction des pays, hein. En Europe, il y a quand même une protection et des réflexions autour de l'usage de l'IA. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus libéré. Mais en même temps, il y a quand même des personnalités qui s'inquiètent quand même pas mal en fait de l'explosion de l'IA. Donc je crois qu'il faut, comme tout, hein, mais comme j'imagine n'importe quelle nouveauté, avoir toujours un regard critique. Je pense que c'est un regard critique, un, sur ce qu'on entend et ce qu'on voit, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas parce que je vois quelque chose que c'est finalement la réalité sur une image. Donc, il y a toujours cet effort de croiser, en fait, les données, de croiser les informations pour voir si ces informations sont les mêmes à peu près sur différentes sources. Et je crois qu'il y a sûrement un travail un peu plus important de croisement de données par rapport à avant. Et moi, je fais très très attention dès que je vois une image ou dès que j'entends quelque chose, de me dire, bon, un, déjà, est-ce que cette image est réelle ou pas? Est-ce qu'elle n'a pas été générée par une intelligence artificielle? Parce qu'aujourd'hui, on arrive encore à voir s'il y a un peu de défaut sur les mains, etc. Mais je pense qu'assez rapidement, ça va être quand même assez extraordinaire. Après, j'attire quand même votre attention sur la dimension écologique. Voilà, je pense que c'est aussi un point vraiment à appréhender. Il ne faut pas que tout le monde utilise l'IA comme on utilise un moteur de recherche. Je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le degré d'usage qu'on peut avoir et la fréquence d'usage qu'on peut avoir sur l'IA. Oui, je te remercie beaucoup pour cette vision optimiste et surtout sur le retour que tu donnes, qui est absolument indispensable, vers la perception humaine et directe des phénomènes et pas juste leur médiation par un système quelconque. Mm. J'apprécie vraiment ça et le retour à l'oralité dans l'enseignement. Je trouve que c'est une excellente piste et je te remercie beaucoup pour ça. Avec plaisir.